J'ai eu beaucoup de plaisir à revoir certains des intervenants que je croise habituellement dans d'autres congrès. J'ai été ravie d'entendre ma collègue à l'instant et effectivement, je pense que j'ai effectivement une approche tout à fait similaire à la sienne. Je vais essayer de résumer. Évidemment, mon travail se puise dans le terreau mondorien de la région parisienne avec beaucoup de moyens que malheureusement vous n'avez pas. Donc évidemment, tout ça est à relativiser et à mettre en perspective avec notre richesse en Île-de-France. Alors évidemment, ça a été dit, la douleur est centrale dans la maladie, évidemment. Elle est partout, elle est là, elle rôde, elle va intervenir à un moment ou à un autre et coincer le patient pour plusieurs jours. Et cette douleur, effectivement, c'est l'élément emblématique de la drépanocytose, c'en est le symbole. Et ce qu'on peut vraiment affirmer, c'est qu'elle a une potentialité traumatique majeure. Ce sont des douleurs aiguës qui interviennent, comme je l'ai dit et comme l'a dit tout à l'heure Marie-Chantal, de façon inopinée et absolument imprévisible parfois, et des douleurs chroniques, comme ça peut être démontré par les différents spécialistes, douleurs d'ulcères, douleurs d'ostéonécrose, tout ça évidemment s'articule à la vie du sujet et compose son vécu. En fait, on peut dire vraiment qu'au plan de la temporalité, du temps, les patients sont pris dans donc dans cette maladie chronique, dans ce temps chronique, cette chronicité, et également dans des épisodes d'aigus qui interviennent de façon inopinée, comme on a dit. Alors, au cœur de tout ça, la crise drépanocytaire, la crise vaso-occlusive, c'est l'élément emblématique. Elle est imprévisible, brutale, et effectivement, la douleur se concentre dans cet épisode vraiment atomique. Ce mot de crise dit bien le côté atomique de la douleur, et tout est stoppé en quelques jours, pour quelques heures ou pour quelques jours, voire pour plusieurs semaines. Alors, chez le patient, c'est la frustration, la colère qui domine, et ça s'ajoute évidemment à la douleur, ça l'entretient même, puisque plus on est dans cet état de stress, d'angoisse, cet état psychique très particulier qu'on rencontre régulièrement au début de la crise, plus la douleur est majorée. Et effectivement, c'est également l'incompréhension dans l'entourage, notamment l'entourage professionnel. On arrive le matin au travail, on va bien, on a passé peut-être une nuit un peu plus courte, on a peut-être eu une contrariété, mais globalement ça va. Et on est évidemment stoppé là dans cette journée qui doit démarrer. Et l'entourage est évidemment scotché, ne comprend pas ce qui se passe. Et ça crée de l'incompréhension, ça crée même de la suspicion, puisque voilà, le patron, la maîtresse, le prof ne comprend pas. Et évidemment, on ne le dira jamais assez, cette maladie ne se voit pas. Et évidemment, elle ne repose la plus souvent sur rien de visible. Alors, cette CVO, elle est parfois gérable à la maison, mais quand ça ne marche pas avec les antalgiques habituels, eh bien, effectivement, il faut passer par l'hôpital pour avoir des morphiniques. Et cette hospitalisation peut durer un certain nombre de jours et sans qu'en tous les cas, on puisse le prévoir à l'avance. Alors, cette douleur, elle a aussi une intensité qui est variable d'une crise à l'autre et selon évidemment la zone étendue, plus la douleur est étendue, plus elle est cataclysmique, plus elle est épouvantable pour le sujet, en dehors même de la gravité réelle qu'elle peut revêtir. Des crises multifocales ne sont pas forcément des crises qui engendrent donc je dirais une gravité ou qui engagent la vie du sujet, mais pour le sujet, c'est une intensité cataclysmique et extrêmement difficile à vivre. Elle est sauvage, elle est inénarrable, comme disent les patients. C'est le Colochi pour les spécialistes du malice, évidemment, en Bambara, la maladie qui broie les os, et elle est effectivement presque difficile à décrire, et les mots manquent quand on essaye de raconter ce qu'on vit. Et puis surtout, c'est là que ça va s'articuler évidemment à ma collègue, ce que je vais dire. Elle est possiblement très précoce, vous le savez, avec la disparition de l'hémoglobine fœtale à partir de 4 mois. Le syndrome pied-main peut arriver, ces douleurs dans les mains, les pieds, et puis dans l'abdomen, ces douleurs irradiantes qui va laisser le bébé comme ça complètement anéanti, complètement bloqué dans ce ressenti particulièrement énorme. Et effectivement, l'impact traumatique de ce ressenti est évident. Il a été bien sûr démontré chez ces enfants un particulier état d'alerte
quand les douleurs vont intervenir par la suite, quand on va s'approcher d'eux avec des blouses blanches, quand il y aura comme ça, même des douleurs faibles, l'enfant sera immédiatement en état d'alerte, en état de stress. Et effectivement, nous les psys, on peut, et tout le monde d'ailleurs, supposer que cette douleur est une comme catastrophe trop précocement ressentie, trop tôt dans le psychisme du sujet. Elle aura des impacts, elle aura des conséquences qui sont parfois difficiles à repérer, mais qui sont évidentes sur la structuration psychique du sujet. J'y reviendrai progressivement par la suite, dans la suite de ce topo. Alors, douleur et traumatisme sont évidemment intriqués. La douleur désorganise, déborde le sujet. Elle provoque vraiment une réduction de l'activité. Nos patients sont focalisés sur ce qui leur arrive, focalisés sur cet endroit douloureux. On a tous fait l'expérience de la douleur dentaire ou de la douleur quelque part. On ne pense qu'à ça, on est concentré là-dessus. Et effectivement, c'est ce qui se passe quand la crise démarre et quand on se rend auprès de ces patients. Alors voilà, pendant la crise, j'essaie de ne pas rentrer dans la douleur, disait cette patiente. J'essaie de ne pas rentrer dans le piège que me tend ce corps, mais le cerveau est une éponge. Pendant la crise, je suis perdue, je n'existe plus. Après, il faut digérer et se retrouver soi en tant que soi. La méga crise, c'est plus gérable avec l'échelle donc pour comptabiliser la douleur. 10-10, disent nos patients, ce n'est pas suffisant. Il faudrait une échelle qui soit sur 100, m'a dit il n'y a pas longtemps un patient. Le corps n'appartient plus, on est désubjectisé, on n'est plus soi-même. Alors, il y a de la douleur, mais il y a un autre aspect, et ça a été dit également par ma collègue, il y a l'angoisse. Et effectivement, l'angoisse dans la drépanocytose, elle est omniprésente. Chez nos adultes, elle est là, toujours, elle est là pendant la crise. Et effectivement, la force de la crise, sa forme, sa résolution, sa façon de s'exprimer dans le corps sera autant de signes pour le sujet de ce qu'il est en train de vivre. On cherchera à comprendre si la crise va mal tourner, parce que la dernière fois, par exemple, que la douleur a démarré dans ce bas du dos ou dans le côté gauche, ou peu importe, eh bien on a fini avec un syndrome thoracique en réanimation. Donc évidemment, on va guetter la douleur, on va l'interpréter, et elle va être comme ça scrutée dans sa forme très tôt, dès les prémices de la crise. Et puis, ça va s'accompagner de croyances, de certitudes, d'habitudes. J'ai coutume de dire que nos patients savent ce qui leur convient, notamment pour les traitements. Et effectivement, il s'agit de les écouter aussi dans cette capacité qu'ils ont à savoir ce qui leur convient, notamment où se trouvera la veine où on va pouvoir leur ponctionner le sang. En tous les cas, ce qui se joue là dans ce début de la crise, c'est surtout de ne pas être pris de court, c'est surtout de ne pas se laisser avoir, de ne pas se laisser gagner par ce danger qui approche. Alors effectivement, je l'ai dit, certains patients surveillent, certains patients participent, certains patients vous expliqueront ce qui leur convient comme traitement, où est la veine, et puis d'autres seront enfermés, seront sur leur lit, sous le drap, volets fermés, et ne participeront pas à ce qui se passe. Et évidemment, pour nous psy et pour tout le monde, on repérera là les signes d'une dépression. Il faudra faire très attention à ces patients-là, beaucoup plus d'ailleurs que ceux qui nous cassent les pieds ou qui sont parfois très exigeants. Alors, en tous les cas, il y a quelque chose d'évident, c'est que pour nos patients, plus ça fait mal, plus c'est grave, et que l'objectivité de la gravité, elle est absolument indexée à l'intensité de la douleur. Et éloigner la douleur, c'est éloigner le danger, c'est absolument indispensable. Et effectivement, dans tous les services de réanimation, on tient compte de ça. Certains patients, maintenant, heureusement, ça a diminué, mais venaient à Mondor parce que Mondor était donc centre de référence et avait pour mission de prendre très rapidement le patient en charge, de ne pas l'interroger, de ne pas discuter, de le poser une perf avec la morphine, et très rapidement. Et certains patients traversaient la région parisienne pour venir se faire soigner chez nous parce qu'ils savaient que la douleur serait immédiatement prise en charge. Heureusement, maintenant, c'est partout le cas, ou dans la plupart des endroits, et on n'a plus besoin de prendre en charge tous les patients de la région. Voilà. Alors, effectivement, cette angoisse, elle est au moment de la crise, mais elle prend aussi d'autres visages. L'angoisse, elle peut être aussi en lien donc avec des événements objectivés, je l'ai dit, la douleur qui réveille cette peur, mais aussi elle peut être détachée de la réalité.
Elle peut être, par exemple, des réactions phobiques. Des patients qui diront bah, « moi, je ne prends plus les transports en commun parce que j'ai peur que la crise me prenne ». Et puis, cette angoisse prendra d'autres formes. Elle ne sera pas forcément exprimée de façon objective et claire, mais il y aura de la dyspnée, par exemple. On pourra trouver des arythmies cardiaques, on pourra trouver des choses comme ça, des inscriptions dans le corps de la douleur, de l'angoisse, mais qui ne seront pas réellement traduites comme étant des signes d'angoisse. Effectivement, une arythmie cardiaque qui n'est pas rattachée à un trouble repérable, eh bien, ça pourrait être les signes de cette angoisse qui se manifeste. En tous les cas, ce qui est très important, et c'est là qu'il faut effectivement tenir compte de prendre en charge la douleur, mais prendre en charge aussi l'angoisse quand la crise arrive et quand on traite un patient en crise drépanocytaire, on peut dire que dans la drépanocytose, l'angoisse influence la douleur qui, en retour, majore l'angoisse. On voit bien qu'un cercle vicieux s'engage et que casser la douleur, c'est évidemment très important, mais il faut aussi prendre en charge l'angoisse. Alors, comment prendre en charge l'angoisse? Eh bien, avec l'atarax, quand on en a, et c'est très important de sédater le patient du point de vue de cette angoisse avec un médicament adapté. Et puis, c'est peut-être simplement lui dire, on va vous prendre en charge tout de suite, je suis là, je m'occupe de vous. Quand on est une infirmière aux urgences, je reviens tout de suite, et on revient tout de suite, on ne revient pas 20 minutes plus tard. On est là vraiment au chevet de son patient, c'est très important. Alors, c'est effectivement une maladie très particulière et très curieuse, et je remercie vraiment les organisateurs de cette réunion aujourd'hui, parce que ça donne encore l'occasion de dire, voilà, c'est une maladie du corps, une maladie du globule rouge, mais c'est aussi une maladie qui interagit avec la psyché de façon très particulière. Quand nos patients vont mal dans leur vie, quand ils ont des difficultés, comme toute personne peut avoir un divorce, un problème avec les enfants, une mise au chômage, eh bien, on voit évidemment que le corps s'exprimera d'autant plus, que les crises seront d'autant plus fréquentes. Et c'est vraiment cette interaction corps-psyché qui est, alors certes dans toutes les maladies chroniques, mais dans la drépanocytose, c'était extrêmement présent, extrêmement visible. Voilà ce que dit une de mes patientes: la maladie et moi, on se partage le corps. Si je suis heureuse, la maladie n'a aucune raison de se manifester. Quand la tête va, on va bien, mais la maladie passe du corps à l'âme. Et je trouve cette expression particulièrement, non seulement poétique, mais très adaptée. Alors, vous le savez, vous qui vivez dans ce terreau vraiment très particulier qu'on trouve en Afrique, il y a une énorme influence des discours mortifères, c'est-à-dire ce qu'on dit autour de l'enfant malade, ce qu'on dit à sa mère quand on est un voisin, quand on est, voilà, on dit « Ah, mais ton enfant, tu sais, à la drépano, ça tue effectivement, ça tue avant 5 ans beaucoup d'enfants, et ça a été rappelé tout à l'heure par les spécialistes. Et voilà, c'est un enfant qui a comme ça, qui est baigné par des discours extrêmement péjoratifs sur son existence. Alors quand il est un enfant, il n'en a pas forcément conscience de façon aiguë, ce n'est pas forcément quelque chose qui va en apparence le traumatiser, mais c'est quand même quelque chose qui s'imprime dans son existence, qui s'imprime dans sa vie, et qu'il ressortira plus tard. Moi, j'ai beaucoup de patients, et l'immense majorité de mes patients me racontent comment, quand ils étaient petits, on disait autour d'eux, presque comme une banalité, qu'ils auraient une courte vie. Un drépano ne dépasse pas 18 ans, alors 21 ans, 15 ans, 10 ans, ça dépend. Au pays, on me prenait tout le temps en photo parce que j'allais mourir, disait une de mes patientes. On m'a tellement souvent prédit la mort que quand je retourne au pays, on me prend pour un revenant. On m'appelait Akufalobi. Ceux qui connaissent cette langue, je crois, du Congo savent que ça veut dire celui qui va mourir demain. Et c'est comme ça raconté très, très naturellement par nos patients, mais ça dit à quel point ils ont été baignés par ces prédictions catastrophiques, comment leur famille a eu aussi à affronter ces prédictions, au point d'ailleurs parfois de cacher l'enfant malade, de ne pas le laisser, qu'on ne sache pas qu'il est souffrant de cette maladie, tellement le pronostic est vécu comme péjoratif. C'est quelque chose, je crois, qu'il faut vraiment avoir en tête comme étant un des éléments qui, à mon avis, participe du côté péjoratif de la drépanocytose. La drépanocytose est une maladie grave, mais ce qui fait extrêmement mal à nos patients, et je vais expliquer en quoi ça fait mal, ce sont ces représentations catastrophiques et ces discours mortifères. Et je crois qu'il faut absolument lutter contre ça,
et par l'éducation des populations, l'éducation autour de cette maladie, sur justement son origine, expliquer scientifiquement de quoi il s'agit pour éviter que des discours plus obscurs qui font appel à des croyances, à des choses comme ça de, de sorcellerie viennent véritablement impacter nos patients et leurs parents, évidemment. Alors, l'annonce de la maladie grave, et pour toute la vie, évidemment, elle a une grande influence. Ce sont les premiers mots qui sont posés sur l'enfant vont avoir un impact énorme. Je l'ai dit, voilà, j'avais le téléphone dans la main, j'avais mon bébé dans les bras, je me suis assise et j'ai pleuré pendant des heures, disait cette maman à qui on annonçait que son enfant né était drépanocytaire. Alors effectivement, les premiers mots posés auront véritablement une valeur d'oracle pour l'avenir de cet enfant. C'est quelque chose qu'il faut évidemment soigner, expliquer et accompagner. Et ça a été vraiment le travail remarquable que Marianne de Montalembert a organisé dans les années 2000 et qui a été repris. Le modèle du ROFSED à l'hôpital Necker est évidemment très important puisqu'il s'agit d'accompagner la famille, d'accompagner la maman qui, vous le savez, est très souvent culpabilisée. Cette maladie est une maladie évidemment dont on en a hérité le trait, mais on la transmet à son enfant. Évidemment, ça crée une grande culpabilité. Elle est parfois stigmatisée, souvent, et perdue, évidemment, face à cet enfant dont elle va avoir la charge et qui est gravement malade, dont elle sait qu'il a une maladie grave, en tous les cas. Alors pour nous, évidemment, on aura un soin tout particulier pour les mamans qui viennent en France avec cet enfant malade, qui ont tout sacrifié pour lui offrir des soins adaptés. Et on imagine évidemment l'isolement et la séparation et l'impact traumatique pour elle de cette séparation avec son milieu habituel. Alors c'est vrai que cette drépanocytose, elle structure l'identité, effectivement, et la manière dont le sujet est perçu influe la manière dont il se percevra. Ça a été dit par ma collègue. Et effectivement, ce petit enfant qui naît malade dans une famille va fragiliser la famille, il va ruiner sa famille quand évidemment il n'y a pas la sécurité sociale comme c'est le cas chez nous. Et effectivement, il y aura un impact majeur sur l'équilibre familial et sur les frères et sœurs qui seront souvent eux-mêmes en grande difficulté, tiraillés entre tendresse et agacement, jalousie aussi parce que ce petit prend évidemment beaucoup de place et on aura tendance aussi à trouver qu'il exagère parfois. Alors, est-ce que je suis toujours en ligne? Tout le monde m'entend? Oui, on vous entend. Je continue, merci. Oui. Alors, en essayant de conclure. Oui, je vais essayer de faire vite. En tous les cas, voilà, c'est une épée de Damoclès ou une roulette russe selon les mots que les patients utiliseront, mais on a compris qu'elle était comme un double avec lequel on doit cohabiter. Elle est une entité qui cohabite avec le sujet et cette entité sera parfois effectivement soit maléfique, soit même une bonne amie parce qu'elle donnera des limites au sujet quand il aura tendance, comme à l'adolescence, à exagérer. L'hôpital, ça a été dit par ma collègue, effectivement, c'est la deuxième maison pour beaucoup de patients. Et effectivement, il aura pour rôle de soigner, de surveiller. Et il y aura évidemment une relation toute particulière qui va être nouée avec l'équipe. Cette équipe aura une importance très importante pour les patients, maladie chronique. Et qui dit maladie chronique dit une prise en charge longue et donc des drames comme Dora Bachir, quand elle a quitté le service, est partie en retraite, beaucoup de patients pleuraient son départ et se demandaient comment ils allaient pouvoir continuer à avancer. Heureusement, depuis, ils se sont rassurés. Mais voilà, c'est en nous des relations tout à fait particulières avec ces patients et eux avec nous. Il y a de la iatrogénie, c'est aussi une sorte de trahison. On fait confiance à son médecin et parfois, malheureusement, les traitements, et souvent les traitements sont à risque aussi de causer des problèmes et parfois ça crée aussi des crises de relations avec son équipe soignante. Et puis un mot sur l'évaluation de la douleur, c'est très important. Cette évaluation est subjective. On part de l'évaluation subjective et à partir de cette évaluation, on va délivrer un traitement antalgique, ce qui peut causer parfois des malentendus, puisque, je l'ai dit, cette maladie n'est pas visible, elle n'a pas de stigmate le plus souvent visible. Et effectivement, le soignant doit s'appuyer sur quelque chose qui n'est que les mots du patient la plupart du temps. Et c'est très compliqué parfois de ne pas se méprendre sur des stratégies, des patients qui ont l'air comme ça d'aller bien,
parce qu'ils sont peut-être en train de prendre sur eux ou simplement de détourner l'attention de la douleur et de tenter de faire avec. Et quand, après que les visites aient eu lieu toute la journée, la famille est partie, ils appellent l'infirmière en criant qu'ils ont mal, elles ont parfois du mal à les croire. Évidemment, il faut les croire puisqu'il s'agit parfois, comme je l'ai dit, de stratégies psychologiques pour tenir face à cette douleur atroce. Alors bon, les mésusages des antalgiques, c'est un problème majeur pour nous. On y fait très attention. Les patients ont parfois tellement peur de tomber malade parce que je l'ai dit, la douleur, la crise, c'est le signe de la mort en marche. Donc on fera tout pour éviter que cette mort s'approche et on prendra même des antalgiques avant d'avoir mal, justement, et ça créera évidemment à la longue parfois de l'appétence et parfois des problèmes voilà, qu'il faudra régler aussi parce que quand on a pris trop d'efferalgan-codéiné, eh bien on a au moment de la crise moins d'efficacité de la morphine, ce qui pose évidemment un problème important. Et puis la drépanocytose, ça ne fait pas toujours mal, ça fait aussi des problèmes sans qu'on en ait forcément conscience. Et ça aussi, ça nécessite des bilans, des choses comme ça qu'il faut aller chercher, repérer et parfois qui donnent le patient nous dit, moi je vais, mes bilans, c'est comme si on me disait que j'avais des permis de vivre. Quand on m'annonce que le bilan est bon, j'ai l'impression que j'ai de nouveau le droit de vivre. En tous les cas, voilà, on sait que cette douleur est aussi un repère familier du danger qui rôde et c'est aussi finalement quelque chose qui permet de savoir où on en est. En résumé, je ne vais pas pouvoir répondre à la question de ma collègue tout à l'heure, mais effectivement, la place du psychologue, elle est centrale. Je dirais que la prise en charge d'un patient drépanocytaire, c'est le médecin, l'infirmière, évidemment, l'équipe médicale. C'est l'assistante sociale aussi dans nos milieux dits riches, mais où les moyens en termes sociaux sont de plus en plus réduits. Et effectivement, je pense que faire la queue devant une préfecture pour avoir des papiers la moitié de la nuit, ce n'est pas quelque chose de très bon pour un patient drépanocytaire. Donc l'assistante sociale a un rôle majeur et la psychologue pour les raisons que j'ai tenté d'évoquer devant vous, c'est-à-dire cet impact de la mort qui rôde et du manque de confiance en soi qu'une telle maladie peut évidemment à la longue infliger au sujet. Alors, j'interviens si le patient est d'accord lors des crises, quand le patient est hospitalisé, s'il le demande ou si le médecin a repéré, par exemple, une attitude très dépressive, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Mais la plupart du temps, c'est un moyen pour moi de dire que j'existe dans le service et qu'on peut m'utiliser ensuite si on a besoin. Et les patients prennent fréquemment rendez-vous entre deux crises ou plus tard quand ils ont des soucis pour venir me rencontrer et que nous traitions ensemble ces problèmes. Alors, guérir, un mot sur la guérison. Évidemment, ça prendra 1 minute, je promets. Cette guérison fait rêver tout le monde, les médecins en premier lieu, les patients aussi. Mais cette guérison, elle est effectivement une guérison physique, somatique. On peut greffer, on peut faire de la thérapie génique dans nos centres très modernes. Et de plus en plus, on traite beaucoup de patients, enfants et adultes. Mais cette guérison est aussi un changement d'identité, on l'aura compris, puisque effectivement, on a toujours vécu drépanocytaire. Et mon travail de thèse a pu montrer qu'un patient qui part en guérison, comme on partirait vers un autre pays, une autre dimension, comme ça, de son existence, doit être accompagné et doit être vraiment aidé dans cette mutation qui n'est pas seulement une mutation de ses globules rouges ou de sa moelle, mais qui est aussi une mutation identitaire. Voilà, je m'arrête là. Je vous remercie beaucoup et j'écoute s'il y a des questions pour y répondre au mieux. Merci.